Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de la CFDT Cadre concernant donc la 5G. Voilà, donc vous avez été déjà très nombreux à suivre le 30 mai notre webinaire La 5G c'est quoi? Et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la 5G sous la dimension emploi et économie de demain. Pour ce webinaire, les deux animateurs que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer au premier, Warda Ishir donc de la FGMM CFDT, et Benoît Nortier, donc chargé de mission à la CFDT Cadre. Nous aurons aussi au cours de ce webinaire, mais je laisserai Warda en dire un peu plus, un invité voilà, préenregistré qui va nous parler un peu plus de ce sujet. Le prochain webinaire aura lieu donc le 7 juillet, et donc jeudi prochain, la 5G, la santé et l'environnement. Voilà, nous tenions à vous présenter nos excuses. Voilà, le webinaire devait avoir lieu le 27 juin, mais pour des raisons, voilà, des problèmes de santé, nous avons dû le décaler aujourd'hui, ce qui fait que ça décale aussi évidemment le troisième webinaire. Donc jeudi, donc, vous aurez une semaine très très riche sur la 5G. Vous aurez l'occasion dans une deuxième partie de ce webinaire de poser des questions. Donc vous les inscrivez dans le chat qui est sur le côté. Et je me ferai le plaisir de les relayer. Voilà, alors il y aura très certainement des frustrations, on ne pourra pas tout couvrir ce soir, mais en tout cas, on espère être assez complet sur ce deuxième webinaire, la 5G, les emplois et l'économie de demain. Je passe tout de suite la parole à Warda Ishir. À toi. Bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième webinaire consacré à la 5G. Comme Jérôme vient de vous l'expliquer, en fait, on est sur la deuxième partie. Vous avez déjà eu une première partie le 30 mai. Et donc, une troisième partie consacrée à l'environnement est prévue la semaine prochaine. Enfin, cette semaine, jeudi, on a changé pour des raisons de santé, effectivement. Par ma faute, désolée. Alors, je vais essayer de vous passer une présentation. Voilà. Donc, effectivement, nous en sommes au bloc 2, la 5G, l'emploi, l'économie de demain. Alors, le fil conducteur de ces trois webinaires consiste finalement à montrer qu'au-delà des questions purement techniques liées aux enjeux de réseau, en fait, on est sur des chamboulements bien plus profonds de nos sociétés. On n'en perçoit pas encore totalement les contours, mais bon, voilà, il faut commencer quand même à regarder. Au niveau des intervenants, je présenterai une partie de ce webinaire et je serai aussi accompagnée d'Arnaud Villain, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. En fait, nous avons préenregistré une interview et je vous en diffuserai quelques extraits tout au long du webinaire. Alors, je vais le laisser se présenter d'ailleurs, comme ça vous comprendrez un peu d'où il parle. Merci tout d'abord pour m'inviter dans ce webinaire. Donc moi je suis Arnaud Villain, je travaille chez Orange dans l'équipe des partenariats au sein d'Orange Innovation. Et j'interviens parallèlement pour la CFDT au comité central, au sein de la commission innovation, qui a pour enjeu de regarder de façon annuelle la politique d'innovation et de revendicatifs associés. Et par ailleurs, j'interviens dans une instance qu'on pourra présenter par la suite, donc dans le comité stratégique de filière infrastructure numérique, où je siège au bureau. Donc, ton périmètre d'expertise, si je comprends bien, c'est, on pourrait dire, l'écosystème numérique. Donc, et c'est exact. Et voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour qu'on comprenne d'où tu parles, en fait? Très bien. Effectivement, mon domaine d'activité est le domaine numérique, hein. Je travaille avec des acteurs équipementiers, des acteurs fournisseurs de chipsets par le passé, et puis également sur des projets transverses pour Orange, sur les technologies de vidéotéléphonie, d'architecture transverse pour des grands comptes. Et donc aujourd'hui, mon périmètre d'intervention, notamment dans le cadre du CSF infrastructure numérique, recouvre finalement toute la chaîne de valeur de ce domaine, à savoir les fabricants de câbles, les équipementiers, les installateurs, jusqu'aux opérateurs télécoms. Donc la chaîne de valeur est relativement vaste, puisqu'en fait, il faut construire, mettre en œuvre, exploiter et développer les services associés.
Et l'ambition finale, c'est de connecter les concitoyens et de contribuer au développement d'usages innovants dans l'ensemble des territoires au bénéfice de tous et de toutes. Et donc, dans le cadre de CSF, hein, a été labellisé par le Conseil national de l'industrie, on embrasse l'ensemble de ces dimensions et de ces sujets, et j'interviens dans ce cadre-là pour la CFDT au niveau du bureau. Alors, ce qu'on verra aujourd'hui en quelques points, nous verrons où nous en sommes sur le déploiement de la 5G. On verra ensuite, en gros, à quoi ça sert, parce qu'il y a eu quelques questions lors du premier webinaire sur, en gros, à quoi ça sert concrètement. Donc, on prendra l'exemple d'Arcelor, qui est donc dans la métallurgie, parce que je viens de la métallurgie. Le troisième point, on abordera une partie des conséquences de cette 5G en termes d'accélération, en fait, hein, parce que donc, vous avez bien compris qu'on parlera de la 5G en tant que telle, mais aussi comme finalement facteur d'accélération de la digitalisation. Donc, le troisième point sera consacré à la servicialisation de l'industrie. On prendra l'exemple de l'automobile. Ensuite, on fera un point sur l'emploi et les compétences et on terminera bien sûr par le dialogue social. Voilà. Alors, le premier point sur finalement sur le déploiement de la 5G. Donc, je laisse la parole à Arnaud Villain. Et du coup, quelle est ta perception du déploiement de la 5G donc, dans cet écosystème? Où est-ce qu'on en est dans le déploiement? Est-ce que ça se déploie un peu comme on l'avait prévu? Est-ce que ça prend un peu plus de temps ou c'est plus rapide? Alors, en termes de déploiement, en termes de chiffres au niveau de l'Arcep, aujourd'hui, sur les consommateurs, on a à peu près 3 millions d'abonnés 5G et utilisateurs 5G, comparé à plus de 60 millions pour les acteurs, pour les utilisateurs, pardon, de la 4G. Donc, il y a un grand potentiel de croissance, d'autant plus que la 5G a démarré uniquement, en tout cas pour ce qui relève d'Orange, en novembre 2020 pour les premiers déploiements. Et Orange couvre à peu près 50% du territoire national aujourd'hui. Donc on peut estimer quand même que ce développement il est relativement rapide, compte tenu de la date de lancement qui est quand même relativement proche. Des investissements qui sont massifs, hein, il faut savoir. Tu nous parles finalement de la couverture des particuliers. Or, je crois comprendre que finalement, la véritable cible de la 5G, c'est quand même les entreprises. Qu'en penses-tu? Alors oui, il y a tout à fait, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect qui est quelque part l'amélioration significative des débits et de l'expérience utilisateur pour les particuliers. Donc là, qui se fait, comme tu l'évoques, un peu en continuité de la 4G, mais qui apporte quand même des bénéfices non négligeables dans les zones denses, hein, dans les villes, aussi dans les zones où il y a des activités commerciales ou d'entreprises extrêmement importantes, où là on peut avoir des limitations liées à la 4G, puisque le débit est partagé, alors que sur la 5G, on a quand même un débit qui est 4 fois plus important. Donc ça, c'est sur la bande de fréquence cœur, ce qu'on appelle, hein, le 3,5 GHz, qui aujourd'hui, en termes de déploiement dans les zones denses, est bien avancé, dans les zones très denses aussi. Ce qui est moins vrai sur le reste du territoire, mais en tout cas, les opérateurs aujourd'hui sont au-delà des obligations qui avaient été fixées par l'Arcep, obligations réglementaires, lorsque les licences ont été octroyées, puisqu'il y avait un certain nombre de dispositions pour des déploiements en 2024, et puis une cible à 2030 du taux de couverture en France. Et puis l'aspect effectivement nouveau, avec des apports sur la partie B2B, sur la partie industrie, sur la partie entreprise. Donc là, qui relève plutôt à la fois de cette bande 3,5 GHz, mais également d'une nouvelle bande qu'on appelle la bande millimétrique, hein, le 26 GHz, qui était uniquement utilisé pour les satellites, mais qui devient utilisé pour la 5G et pour des usages qui sont complètement différents, donc qui sont des usages en zone de très forte densité avec des antennes orientables,
Là, c'est pour donner des capacités sur quelques centaines de mètres autour de l'émetteur, donc pour densifier des sites industriels notamment. Ça peut être des stades, ça peut être tout site de production, ou ça peut être au niveau des hôpitaux, au niveau de la santé. Et ça, effectivement, c'est un enjeu et un apport nouveau de la 5G par rapport à la 4G. Et autant pour donner quelques chiffres sur la bande de fréquence 3,5 GHz, qui est la bande cœur, donc on aura à peu près 100-120 000 sites déployés en 2030. Sur l'enjeu du 26 GHz, on aura à peu près 22 000 sites en 2025, et dont une grande partie seront des déploiements privés qui seront faits au titre des industries ou des collectivités territoriales qui sont aujourd'hui en train d'engager un certain nombre d'initiatives pour tester le potentiel. Alors, bon, globalement, ce qu'Arnaud nous explique, c'est que finalement, ceux qui font la 5G, bon, on commence à le déployer. Donc, il y a deux destinataires. Hein. Il y a évidemment les particuliers, les offres 5G que vous entendez dans le commerce. Mais la 5G est plutôt destinée finalement aux entreprises. Alors, la question, c'est de voir un petit peu comme une onde en fait qui se diffuse, de voir en cercle concentrique, de commencer par voir où en est le déploiement dans le cœur en fait de la 5G, et de voir ensuite qui adopte, les grandes entreprises, les grands secteurs qui commencent à l'adopter, avant que finalement la technologie se diffuse finalement à l'ensemble de l'économie. Alors, globalement, là-dessus, il y a un rapport début mars qui a été remis à Madame Pannier-Runacher et à Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, où il était question finalement d'un léger retard par rapport à d'autres pays, bon, plutôt surmontable. Mais globalement, ce qui était signalé dans ce rapport, c'est que finalement, les industriels restent attentistes. Et pour cause, il semblerait que nous soyons encore en phase d'expérimentation. Donc, c'est ce qu'Arnaud Villain va nous commenter. Ensuite, je reprendrai la main avec des exemples. D'accord. Donc, en fait, pour les entreprises aujourd'hui, en termes de déploiement de la 5G, on est plutôt dans une phase d'expérimentation, de test. On n'est pas encore vraiment en phase de déploiement. Non, on est effectivement pas complètement en phase de déploiement. On est plutôt dans une phase où réellement les industriels, les acteurs territoriaux ont besoin de tester la technologie. Ils ont besoin d'être accompagnés, notamment c'est le rôle des opérateurs et le rôle des équipementiers. Donc en fait, notamment au travers de ce qui a été fait dans le comité stratégique de filière, il y a un programme d'accélération de la 5G. Donc il faut savoir que ce programme-là s'inscrit à la fois dans le plan d'investissement d'avenir numéro 4, hein, qui est doté de fonds extrêmement importants pour l'accompagnement, pour les appels à projets, et qui a été complété d'une mission industrielle qui a permis d'identifier les freins au déploiement de la 5G. Notamment en termes de compétences, notamment en termes de disponibilité de certaines fréquences, de disponibilité de certains équipements qui ont été relevés, et un certain nombre de recommandations ont été faites. Mais effectivement, aujourd'hui, nous sommes plus dans une phase où on a fait un petit peu le bilan des difficultés par rapport à des déploiements qu'on pourrait mettre en œuvre en termes voilà, de ce que j'ai évoqué de compétences ou d'équipements, et en parallèle de déterminer quels pourraient être les nouveaux usages que pourraient mettre en œuvre les industriels. Et pour cela, il y a notamment un réseau de 5G Lab qui a été créé, alors à la fois par des opérateurs, hein, Orange en l'occurrence a déployé un certain nombre de dispositifs en France, mais aussi en Europe. C'est des choses qui vont s'accroître aussi au Moyen-Orient et en Afrique, où les initiatives vont démarrer aussi un peu plus tardivement, mais dans un futur relativement proche, mais également des équipementiers, voilà, comme par exemple Nokia, ou des industriels, ACO par exemple également, à déployer des environnements où on retrouve finalement un vrai réseau 5G, mais dédié à l'ensemble des usages que l'on peut mettre en œuvre. Et l'objet, c'est vraiment à la fois d'apporter la technologie, mais d'apporter les compétences et de pouvoir avoir des cas d'usage avec des services qui vont être développés sur mesure au bénéfice des tests. Et c'est uniquement une fois que cette phase de test aura été riche d'enseignements que les industriels pourront voir l'impact positif sur, d'un point de vue économique, et puis l'impact aussi sur leur écosystème de production,
de façon à déterminer les gains. Vidéo. Donc, ce qu'Arnaud nous explique, c'est qu'on est en phase d'expérimentation. Donc, effectivement, actuellement, il y a 21 chantiers d'expérimentation 5G dans le cadre du programme France Relance. Donc, je ne vais pas tous vous les citer, hein, ça concerne des domaines d'activité un peu différents, d'optimisation de l'eau, l'énergie, vous avez un petit peu de tout, des transports aussi, et l'industrie 4.0. Alors, du coup, là, j'ai choisi de faire un zoom, un focus sur Arcelor, sur la production d'acier, justement pour essayer de comprendre à quoi peut servir la 5G pour une entreprise, en fait. Donc là, je vais vous partir sur l'exemple d'Arcelor. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Arcelor, c'est le premier groupe de production d'acier, premier groupe sidérurgique et minier mondial. Alors, ici, j'ai cartographié sur cette image le site de Dunkerque. Alors, c'est libre interprétation, hein, donc c'est voilà, considérez que c'est de la fiction. J'ai pris plein d'éléments que j'ai combinés pour voilà, pour l'exercice, mais voilà, ne vous basez pas intégralement là-dessus parce qu'il y a énormément d'approximations. Donc, premier élément, il s'agit du site de Dunkerque. Alors, le groupe ArcelorMittal, en France, c'est une quarantaine de sites de production, une quarantaine. Donc déjà, ça vous donne une idée un peu de la taille de l'entreprise. Alors, sur leur site, ils indiquent 17 000 salariés en 2015. L'acier sert, je ne vous fais pas un dessin, hein, même si j'en ai fait un, mais pas pour ça. Donc, ça sert à énormément d'autres secteurs. Alors, sur ce dessin, vous avez 5 antennes rouges. Non, d'ailleurs, j'en ai fait plus que ça. Il est question dans l'expérimentation 5G par ArcelorMittal sur le site de Dunkerque de déployer 5 stations 5G. Alors, 5 stations 5G, donc j'ai mis des espèces de grandes antennes, dont j'en ai mis plus en fait. Ce que je voulais montrer, c'est que en fait, la dimension du site de Dunkerque, c'est 3 km x 7 km. Donc, bon, ça ne fait pas un rectangle de 21 km², je suppose, hein, qu'il y a des trous dedans, mais enfin, ça vous donne une idée en fait de l'immensité d'un site industriel tel que celui d'Arcelor. Donc, je reviendrai après pour les apports de la 5G, mais d'abord quelques explications. Donc, sur la production d'acier, donc vous avez tout en haut à gauche du rectangle la coquerie. Donc, comment on produit l'acier? Alors, on commence par faire importer du coke qui permettra de transformer le minerai de fer. Alors, ce coke vient probablement est acheminé par le joli petit bateau que j'ai pris soin de dessiner. Et donc, il est forcément stocké quelque part. Et ensuite, il doit être, donc le coke et le minerai de fer doivent être acheminés vers ce qu'on appelle les hauts fourneaux, donc que j'ai représenté un petit peu au milieu de l'image. Le coke, le minerai de fer, alors avec d'autres choses, peu importe les détails, hein, de l'eau de chaux et d'autres métaux selon les propriétés qu'on veut donner à l'acier, tout ceci est mis donc dans les hauts fourneaux, donc à très très haute température, à 1500 degrés. On aboutit à de l'acier liquide, de l'acier qui est très très chaud, qui est transporté pour être transformé soit dans des formes spécifiques, des tubes, ou bien mise dans un laminoir que j'ai représenté aussi dans ce rectangle. Bon, alors, vous allez me dire, ok, tout ça, mais et alors? Alors, en fait, sur ce site de Dunkerque, Arcelor dispose de plus de 40 km de rails en interne. Donc, c'est assez impressionnant, en fait. Donc, je ne sais pas si, peut-être que certains d'entre vous ont déjà visité ce site ou un autre, en tout cas, du groupe. En tout cas, ils ont énormément de rails internes parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire transporter, des choses finalement lourdes, et plutôt dangereuses. Alors là, je pense notamment à l'acier liquide. Donc, quel peut être l'apport de la 5G dans un site comme celui-ci? Alors, bon, en parlant des rails, j'ai déjà dit une partie de la réponse. Tout ce qui est véhicule autonome, en fait, ils travaillent beaucoup sur les véhicules autonomes parce que ça peut avoir un sens dans un site de cette dimension-là et pour transporter des charges aussi lourdes. Donc, que ce soit les matières premières,
je vous parlais au début de la coquerie ou des ferrailles, ou bien que ce soit à la fin, une fois que vous avez des bobines d'acier, voilà. Et si je reviens sur l'acier liquide, les véhicules gros porteurs qui peuvent voilà, transporter des choses lourdes, chaudes, enfin voilà, on comprend bien que l'intérêt de ne pas mettre des salariés tout près est quand même assez important en termes de conditions de travail. Donc le fait que ce soit des véhicules qui gèrent tout seuls ce type de déplacement est plutôt intéressant, au-delà des questions de charge et de voilà. Donc on est plutôt sur en termes de conditions de travail, des choses. Voilà. Donc, optimiser l'acheminement de matière voilà, à l'entrée et à la sortie. Autre exemple d'utilisation de la 5G, vous avez aussi la possibilité pour les opérateurs de maintenance de circuler dans tout le site. Dans toutes les installations, avec éventuellement des informations complémentaires, par exemple des lunettes de réalité augmentée. Alors, je rappelle que la 5G est donc un réseau mobile. Et donc, dans l'expérimentation, on commence par équiper l'extérieur, les antennes rouges dont je vous parlais au début. Parce que finalement, en intérieur, il y a d'autres possibilités de connexion, comme le Wi-Fi. Alors, vous allez me dire, à l'extérieur, il y a la 4G, mais le débit n'est pas suffisant. Donc, du coup, on voit bien que pour circuler sur un site d'une telle taille, une telle ampleur, un réseau 5G, ça peut être utile pour ce genre de choses. Alors, je vous parle de l'opérateur de maintenance avec ses lunettes de réalité virtuelle pour la maintenance, mais c'est un peu la même chose pour le contrôleur qualité, hein, qui peut, donc grâce aux capteurs disséminés sur l'ensemble du site, finalement, contrôler à partir d'un seul écran tout le processus de production. Donc, vous l'avez compris, l'idée, c'est que tous ces éléments du site soient interconnectés, de manière à produire des données tout au long du processus de production. Et du coup, donc vous avez les informations clés en temps réel et sur lesquelles vous pouvez interagir. Alors, je vous ai mis d'autres éléments, c'est pour vraiment un peu vous amener à réfléchir sur le potentiel de la 5G, en tout cas de passer un cap en termes de connectivité. Vous avez aussi la possibilité de mettre des drones de sécurité qui survolent l'ensemble des installations, pour des raisons notamment de sécurité. Alors après, évidemment, l'enjeu, c'est de reboucler avec le système d'information tel qu'il existe, le système de production tel qu'il existe. C'est-à-dire qu'en fait, produire des données nouvelles, c'est bien, mais il faut ensuite qu'elles reviennent au système, à votre système d'information pour pouvoir en faire quelque chose et pour pouvoir les exploiter. Alors, comme je vois que le temps passe, je ne m'attarderai pas sur les panneaux photovoltaïques, mais voilà. Enfin, il y a aussi des gestions en termes d'environnement, d'optimisation d'énergie et tout ça, d'émissions de CO2. Et je vois que je n'ai pas parlé aussi des autres sites. En fait, les rails et les véhicules autonomes dont je vous parlais tout à l'heure, bien évidemment, vu que Arcelor dispose d'une quarantaine de sites en France, évidemment, les rails peuvent aussi servir à acheminer des produits finis ou semi-finis vers d'autres sites du groupe. Donc voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour l'exemple d'Arcelor. Bon, tout ça pour dire qu'en fait, il y a plusieurs possibilités d'utilisation de la 5G. La caractéristique, c'est une technologie à usage général, donc je ne reviens pas là-dessus parce que j'en ai parlé lors du premier webinaire. En revanche, il y a des applications qui sont verticales, donc domaine par domaine, et donc voilà, vous pouvez même l'appliquer à une entreprise et piocher ensuite, voir comment vous pouvez utiliser finalement la 5G. Donc, je passe tout de suite à un petit jeu, une petite question, un mono-quiz pour vous amener à réfléchir sur un point précis. Alors, tout le monde sait que quand on achète une voiture neuve, si on la revend ne serait-ce que 3 ans après, eh bien, son prix chute de façon assez dramatique. Donc, prenons l'exemple d'une voiture que vous achetez aujourd'hui à 30 000 €, vous la revendez 3 ans après, ben, elle n'en vaut plus que 15 000 €.
Demain, sachant que la voiture enregistrera vos données, elle vous offrira une expérience utilisateur unique. Elle devient donc apprenante et la valeur de votre voiture sera supérieure 3 ans après l'achat. Donc, je vous demande si c'est pour vous, c'est vrai, ou pour vous, si c'est faux. Je vous donnerai la réponse, en tout cas ma réponse, dans quelques minutes. Alors, donc, du coup, tout ça pour introduire finalement un autre exemple, celui du secteur automobile, pour voir un petit peu les conséquences de la digitalisation. Alors, vous l'avez compris, hein, donc là, c'est la 5G, mais c'est la 5G comme facteur d'accélération de la digitalisation. On n'est pas que précisément sur la 5G, bon, encore que ça joue pas mal. Alors, la servicialisation de l'industrie est bien illustrée en fait par le secteur automobile. Alors, quand on parle de servicialisation, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais en gros, bon, dans toute, enfin, on peut diviser les secteurs économiques d'un pays en 3 domaines. Hein. Vous avez le secteur primaire, l'agriculture, le secondaire, l'industrie, et le tertiaire pour les services. Bon, comme vous le savez, à partir des années 70, donc ça c'est le premier webinaire, donc je ne m'étale pas, vous avez une tertiarisation des économies et une désindustrialisation de la France. Bon, d'autres pays ont fait d'autres choix, mais voilà, c'est comme ça. Et aujourd'hui, on parle, au-delà de la tertiarisation, on parle de servicialisation de l'industrie. Donc les biens sont transformés finalement en services. Alors vous allez me dire, comment c'est possible? Bon, j'avais un exemple Décathlon, mais je n'ai pas le temps, donc on ne parlera pas de Décathlon, on va directement sur la voiture. Alors, à sa création, à son invention, la voiture donc était finalement un bel objet, quoi. Un bel objet, une carrosserie, 4 roues, un moteur, un bel objet, on va dire avec un fonctionnement mécanique, avec le moteur à explosion. Dès les années 80, donc ça c'est finalement la phase que tout le monde a connue, enfin grosso modo je pense, on a une phase d'électronique, enfin d'électronisation des voitures, c'est-à-dire que le volume, la proportion de composants électroniques a été croissante. Alors, par exemple, aujourd'hui, en moyenne, un véhicule se compose de 1400 éléments électroniques. Alors, c'est une moyenne. Certaines voitures, comme la Mercedes classe 5 ou classe S, je ne sais pas. Je ne m'y connais pas en voiture, je n'ai pas le permis. Alors bref, bon, une Mercedes, je pense, de haut standing, se compose de 2444 composants. Merci, je vois que tout le monde me dit classe S. Donc voilà, 2444 composants. Alors, j'étais assez surprise quand j'ai découvert, bon, on sait tous qu'il y a de l'électronique partout, mais enfin quand même, à ce point. Voilà. Alors, du coup, bon, on peut aussi voir les choses dans l'autre sens. J'aime bien voir un peu les choses sous différents angles. Quand vous voyez la production de semi-conducteurs dans le monde, vous en avez 10% qui est destiné au secteur automobile, ce qui veut dire que c'est quand même une filière qui, je pense, parmi en tout cas les autres secteurs industriels, est plutôt avancée dans sa phase de digitalisation. Alors, vous allez me dire, bon, ces composants électroniques, à quoi ils servent? Bon, bah, pour contrôler la vitesse, pour injecter du carburant dans la voiture, contrôler la pression des pneus. Bon, ils servent à tout, en tout cas, enfin, vu leur nombre, on se doute bien qu'ils doivent servir à quelque chose. Alors, est-ce que ça va s'arrêter là? Non, parce que là, je vous amène à la phase 3 dans laquelle nous sommes pleinement. Puisque, comme vous le savez, donc l'électrification est amenée à se développer, l'électrification des véhicules, depuis que le Parlement européen a voté la fin du moteur thermique pour 2035. Alors, les voitures électriques, il faut savoir qu'elles contiennent en moyenne 3 fois plus de semi-conducteurs qu'une voiture à moteur thermique. Donc, bon, l'électronique n'est pas près de cesser. D'ailleurs, les difficultés
liées à la pénurie des semi-conducteurs, vous avez dû en entendre parler, ont particulièrement concerné le secteur automobile. Bon, je ne digresse pas. Alors, donc, du coup, bon, on en est à peu près à la phase 3, mais déjà la phase 4 se prépare. Alors, la phase 4, donc, on est passé de la voiture purement mécanique à une voiture qui a des composants électroniques de plus en plus. Et du coup, aujourd'hui, on est sur des voitures électriques un peu connectées avec connexion Bluetooth, enfin des choses un peu légères. On va arriver à une voiture intelligente. Donc, une voiture finalement qui est presque un objet logiciel. Il y a un PDG d'un grand groupe automobile français qui disait qu'une voiture désormais était un ordinateur sur 4 roues. C'est un peu l'idée. Donc, de plus en plus, l'automobile est le support, j'ai envie de dire presque le prétexte à toute une multitude de logiciels. Donc, on peut parler presque d'objets logiciels. Alors, pourquoi objet logiciel? Parce que la voiture va enregistrer tout un tas de données personnelles en tant que conducteur, où est-ce que vous allez, enfin ce que vous faites, les paramètres de vitesse, enfin bref. Alors en tant que conducteur, mais aussi en tant que consommateur de données, parce que j'ai mis sur la diapo donc des services de divertissement qui vont se développer. Évidemment, navigation GPS, parking, les stations de recharge électrique et bien sûr les prestations de maintenance prédictive. Bon, tout ça, ce sont évidemment des services dont vous avez peut-être sans doute déjà entendu parler. Bon, la mise à jour à distance des véhicules, finalement, ça c'est plutôt une bonne chose. Alors, ce qui me permet de dire que c'est cette phase-là qui est en préparation, on y est un peu, mais elle est encore en partie en préparation. Le groupe Stellantis a annoncé qu'ils investiraient 30 milliards d'euros dans les logiciels et l'électrification d'ici 2025 et former 4500 ingénieurs logiciels. Alors, ils ont déjà des projections en termes de revenus attendus de ces abonnements, parce que du coup, tous ces services-là, ces services autour de la voiture, se traduiront par la vente d'abonnements aux consommateurs. Donc, ils projettent déjà en fait des revenus associés à ces prestations. Alors, bon, vous allez me dire où est le problème. Premier problème, la plupart des services dont il est question, finalement, nécessitent des partenariats. Donc, ce ne sont pas les groupes fabricants automobiles qui les font de A à Z. En général, ils s'appuient sur un prestataire qui est souvent, qui peut être un GAFAM. Donc, déjà, ça les met dans une situation de dépendance. Si vous projetez qu'une part de votre revenu sera faite grâce à X, bon, ben, c'est compliqué de vous fâcher avec lui, quoi. Alors, deuxième souci, ces voitures qui enregistrent les données, toutes ces données-là, elles ne resteront pas forcément qu'entre vous et votre garagiste ou votre concessionnaire. Donc, bon, alors déjà parce qu'il est peut-être susceptible de les vendre, parce que les données valent de l'or, mais aussi parce que peut-être tout simplement qu'elles n'appartiendront pas aux fabricants de voitures, mais qu'elles appartiendront aux GAFAM. Alors, deuxième petit problème quand même, je ne sais pas si vous avez entendu parler des assurances de Tesla, donc des assurances qui sont dites comportementales, c'est-à-dire qu'elles se basent, elles adaptent le prix que vous payez en fonction des données enregistrées par le véhicule, le nombre de fois que vous avez freiné brutalement, les freinages brusques, les virages pris rapidement, les déclenchements d'alerte à la collision, enfin bref, donc ça c'est... Alors, jusque-là, j'en étais restée à Tesla et bon, ok. Et alors, oui, alors plus de 3 000 milliards, oui, bon, ça, c'est pas très important. Ce matin, j'ai vu un article dans Le Monde, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Je ne vais peut-être pas le retrouver. Un article dans Le Monde, en fait, qui parlait, donc ça s'appelle « Une boîte noire à bord des nouveaux modèles d'automobiles ». Donc, en fait, j'ai appris ce matin qu'à partir du 6 juillet, donc après-demain, oui, c'est ça, après-demain,
tous les nouveaux modèles automobiles devront enregistrer un certain nombre de données sur la voiture, hein, donc enregistrer la vitesse, les phases d'accélération, les phases de freinage, la force des collisions, le port de la ceinture ou pas, le régime moteur, et oui, si les clignotants sont activés ou pas. Alors, ces éléments, alors ce qui est dit, parce que c'est une obligation, c'est la loi, c'est uniquement pour les nouveaux modèles, sachant que dans les 2 ans qui vont suivre, l'ensemble des véhicules qui seront vendus seront soumis à cette obligation. Mais quand même, on y est. Alors, cette loi est présentée comme étant, toutes ces données vont être enregistrées pour les autorités judiciaires et pour les organismes qui font de la recherche en accidentologie. Bon, très bien, mais on peut supposer qu'on n'en restera peut-être pas qu'à ce périmètre. Voilà. Donc, bon, la voiture, objet logiciel, pourquoi pas. En tout cas, les fabricants automobiles se préparent largement à cette phase-là. Alors, autre phase un peu, si on progresse dans la prospective, cette voiture intelligente support de service, objet logiciel, de mon point de vue, risque de glisser vers un service voiture. C'est-à-dire qu'au départ, la voiture est un objet qui supporte tout un tas de services, il y a plein de services qui gravitent autour, mais petit à petit, la voiture deviendra elle-même un service. Alors vous allez me dire, ça existe déjà, absolument, ça existe déjà. Sauf qu'aujourd'hui, la norme reste quand même, j'ai une voiture, la propriété plutôt que l'usage. Donc, il est probable que cette situation ne dure pas éternellement, en fait. Hein. Donc, dans les services voitures, j'ai laissé l'achat, ce qui est une contradiction évidente, mais pour vous dire, parce que les deux coexisteront à un moment ou à un autre, c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui, mais on peut faire le pari que les services vont se développer par rapport à l'achat. Alors, les services de voiture, qu'est-ce que j'entends par là? Alors, vous avez tous entendu parler de tout ça, mais si j'ai besoin de me déplacer d'un point A à un point B, alors n'ayant pas le permis, c'est facile pour moi de comprendre ça. J'ai plusieurs possibilités. Si je ne possède pas moi-même une voiture, je peux soit louer un véhicule. Si je conduis, je peux louer un véhicule. Ou bien m'abonner aussi. J'ai vu qu'il y avait des marques de voitures qui proposaient des abonnements pour avoir une voiture au quotidien, mais vous payez un abonnement plutôt que l'achat classique. Bon, ça c'est une possibilité. Vous avez aussi la possibilité de commander une voiture comme Uber, voilà. Et le service de covoiturage et enfin la voiture autonome. Bon, là, je vois que le temps file. Bon, le problème... Je fais le timekeeper, il te reste 10 minutes. Oui, donc je vais accélérer. La difficulté, c'est que finalement, la personne qui vous vend le service, c'est la personne qui détient le contact avec le client, qui finalement est un peu maîtresse du jeu. Donc, le risque, c'est que dans ce modèle-là, finalement, ce ne sont plus les fabricants qui sont au cœur du système, quoi. Ils risquent de devenir finalement sous-traitants de tout ça. Alors, l'étape d'après, c'est que finalement, du service voiture, finalement, ce n'est qu'une possibilité dans la mobilité parmi tant d'autres. Donc, vous avez les transports en commun, vous avez les véhicules légers, vélos, trottinettes, voilà. Donc, le service mobilité. Donc, en fait, tout ça pour vous dire finalement que en réalité, alors l'exemple de la voiture, je l'ai adapté par rapport à ce modèle-là de Michael Porter, bref, sur la stratégie, un ponte de la stratégie d'entreprise. Ces transformations-là ne concernent pas que l'automobile, elles concernent tous les secteurs. L'enjeu, c'est le déplacement de la valeur du produit. C'est-à-dire que la voiture, aujourd'hui, ce sont les fabricants qui maîtrisent à peu près la valeur qu'ils créent. C'est eux qui la captent.
parce qu'on achète une voiture, le risque à terme, c'est que finalement, la voiture ne soit qu'une petite composante d'un service bien plus global, d'un service intégré bien plus global. Et évidemment, ce sont rarement les entreprises comment dire, traditionnelles qui sont à l'origine des disruptions. Donc voilà. Bon, je ne vais pas plus loin parce que sinon... Bon, alors vous allez me dire, revenons à la petite question du début. Donc, est-ce que la valeur de votre voiture va augmenter 3 ans après? Si vous avez répondu vrai, que la valeur de votre voiture sera supérieure 3 ans après son achat. Si vous avez répondu vrai, vous êtes d'accord avec Luca Di Meo, le PDG du groupe Renault. Donc, je vous dis bravo. Donc, il part du principe qu'effectivement, comme le vin, la voiture s'améliore, riche de vos données personnelles et de vos préférences enregistrées. Bon. En revanche, si vous avez répondu faux, eh bien, vous êtes d'accord avec moi. Bon, voilà. Alors, effectivement, les données qui seront liées, elles seront liées au véhicule dans un premier temps. Donc, votre voiture vous connaîtra mieux. Bon, mais ce qui pose d'ailleurs des questions pour la revente. Bon, même si probablement vous pourrez la réinitialiser. Pourquoi non? Parce qu'en fait, il faut distinguer vos données de l'objet voiture. Donc, à partir du moment où vous pouvez détacher les deux, quelle est la valeur de votre voiture? Eh bien, la question peut se poser, en fait. Donc, la voiture enregistre, mais finalement, les données sont stockées ailleurs et elles peuvent être utilisées potentiellement dans tous les autres véhicules de votre choix, quoi. Voilà. Alors, je saute tout de suite à l'emploi parce que le temps file. J'espère que c'est assez clair. En tout cas, tout ça montre que finalement, la data prend une importance croissante. Et du coup, les objets, donc l'industrie, risquent finalement d'être dans une sorte de modèle de sous-traitance généralisée. Enfin, en tout cas, il faut faire en sorte de ne pas en arriver là, mais ça semble assez compliqué quand même. Alors, en termes d'emploi, quelles sont les conséquences des évolutions qu'on a abordées? Alors, je ne vous ferai pas le catalogue de toutes les études sur la proportion d'emplois qui est automatisable. Enfin, il y a eu énormément d'études qui sont sorties, il y en a tous les jours. Ce que je voudrais juste voir avec vous, bon, pour résumer l'impact de la digitalisation sur l'emploi, on peut partir sur peut-être 2 éléments. Il y a une partie des choses qu'on sait et une partie des choses qu'on ne sait pas. Donc, bon, commençons par ce qu'on ne sait pas. De mon point de vue, ce qu'on ignore, c'est le rythme de digitalisation et d'automatisation. Donc, on ne sait pas à quelle vitesse les entreprises vont adopter ces technologies et ajouter à cela le contexte d'incertitude macroéconomique, la guerre, le Covid, est-ce que les entreprises voudront investir et évidemment les semi-conducteurs. Autre point finalement sur lequel on ne sait pas trop, c'est le volume d'emplois qui va être créé, dans quel domaine, dans quel métier, quel type de compétences, la transition écologique, qu'est-ce que ça va finalement générer comme création d'emplois. Finalement, on ne sait pas trop ça. Bon, mais il y a des choses qu'on sait. Alors, je vais mettre tout de suite l'extrait de Arnaud Villain sur l'emploi dans l'écosystème numérique. Donc, il y a effectivement dans cette 5G destinée plutôt aux entreprises, un point que je n'ai pas évoqué, qui est la 5G standalone, donc SA, qui est en fait une technologie qui est pure 5G. Hein, la technologie 5G actuelle s'appuie sur le cœur de réseau 4G, et donc il y a un certain nombre de services qu'on ne peut pas mettre en œuvre, tout simplement parce qu'il y a des limitations dans le développement des applicatifs. Demain, avec la 5G SA, on aura la possibilité notamment de mettre en œuvre des applicatifs dédiés avec des critères de bande passante, des critères applicatifs qui sont spécifiques aux besoins d'une entreprise, et ça à la demande. Et donc ça, en termes d'emploi, en termes de compétences, on passe d'un modèle où il y avait un grand nombre d'équipements qui étaient achetés sur étagère, qui étaient configurés, à des modèles qui vont être beaucoup plus modulaires, avec des développements qui vont devoir être faits avec une connaissance métier et technologique, et non plus uniquement technologique.
Donc, on va avoir beaucoup plus de sur-mesure. Et ça, cette dimension-là, aujourd'hui, on sait que, notamment en termes de souveraineté, hein, beaucoup d'acteurs qui portent ces développements sont aujourd'hui plutôt des acteurs américains, les grands acteurs que l'on connaît. Et donc, il y a à la fois une opportunité pour les acteurs français de développer des compétences, parce qu'en fait, il faudra être au plus proche des entreprises ou des secteurs qu'on a évoqués tout à l'heure, sur la santé, l'agriculture, les transports, de façon à pouvoir avoir une connaissance hybride du métier et de la technologie pour concevoir des services qui soient les plus optimisés, tout en prenant également les incidences sur lesquelles on veille énormément, sur la partie environnementale, de façon à ce que les ressources soient utilisées uniquement en cas de besoin. Donc ça, c'est un premier élément de réponse par rapport à la question d'emploi. Mais de façon générale, on voit que ça va porter beaucoup de grandes ruptures. Et ce qu'on a porté effectivement dans le cadre du CSF infrastructure numérique, c'est le fait que ces opportunités et ces risques sur l'emploi devaient être regardés de façon très globale sur la chaîne de valeur. Et donc, il y a un engagement de développement des emplois et des compétences qui a été signé, un EDEC, qui regroupe 4 branches, les télécommunications, les travaux publics, le bâtiment et la métallurgie, et pour lesquels on est en train de cartographier les métiers pour lesquels il y aura des opportunités et les métiers pour lesquels on va avoir un certain nombre de compétences euh, avec des manques. Alors, on a notamment aujourd'hui l'expérience de ce qui a été fait sur le très haut débit avec la fibre, avec un grand nombre de compétences qui étaient à mobiliser dans un temps très court. Comment on peut aujourd'hui développer des passerelles, à la fois pour que ces métiers-là puissent arriver aussi sur les métiers de la 5G, mais également pour que dans les entreprises et les collectivités, on ait des compétences de cette nature qui soient mises en œuvre, et également des compétences pardon, sur les développements qui sont extrêmement importantes. Bon, enchaînons sur les emplois et l'automatisation. Donc là, ce dont vient de nous parler Arnaud Villain, finalement, c'est les conséquences du déploiement de la 5G dans l'écosystème numérique. Donc évidemment, ceux qui déploient, ceux qui installent, évidemment, donc l'impact est plutôt sans doute positif, en tout cas à court terme. En tout cas, il y a déjà des chamboulements en termes de compétences, puisque donc Arnaud disait que finalement, il y avait moins d'équipements, enfin, il y aurait probablement à terme moins d'équipements, mais finalement plus de personnalisation. Donc, alors, bon, ça, c'est ce qu'on sait. Alors, maintenant, si on regarde en dehors de cet écosystème numérique, et notamment, je pense à l'industrie, donc emploi et automatisation, il y a quelques éléments qu'on sait. On sait que les entreprises aiment automatiser pour réduire leurs frais de personnel, pour être efficaces, enfin bref, hein, je vous laisse découvrir. On sait aussi qu'elles automatisent dès que possible. D'ailleurs, elles essayent, elles se livrent parfois des expériences. Je pense au Lights Out Manufacturing, encore essayé par Tesla, mais ce ne sont pas les seuls. Et on en subit déjà les conséquences. Donc voilà, faute de temps, là, voilà, pour vous laisser poser des questions, je ne lis pas, je ne développe pas. Mais évidemment, on en subit déjà des conséquences en termes de précarisation, de management algorithmique, de conditions de travail. Donc, bon, voilà. Probablement qu'on s'achemine vers un marché du travail à 2 vitesses. Donc là aussi, je ne développe pas. Alors, que faire? Donc, dialogue social. Vous avez les comités stratégiques de filière dans lesquels finalement, enfin, au moins un, infrastructure du numérique dans lequel finalement Arnaud Villain est impliqué. Alors, je ne peux pas développer. Donc là, c'est plutôt au niveau finalement filière. Et vous avez aussi des modalités d'action dans l'entreprise. Bon, voilà, via les informations, consultations et les négociations. Mais globalement, ce qu'on peut en dire aujourd'hui, c'est que le dialogue social n'est pas vraiment impliqué dans ces sujets de digitalisation par leurs employeurs, et qu'au mieux, on est sur l'accompagnement et pas sur la co-construction. Donc voilà, donc je conclue très vite avec ce petit dessin que je trouve très sympathique, que j'ai tiré, que j'ai réalisé par rapport à une anecdote que j'ai lue. Donc, sur le remplacement de l'homme par la machine et sur finalement le nouveau contrat social qu'il faudra inventer, parce que s'il y a moins d'emplois ou moins de salaire, en tout cas, il faudra bien une demande pour acheter les voitures. Voilà, je m'arrête là.
Merci beaucoup. Et désolé de t'avoir un peu pressé, mais c'est vrai que le temps passe. Voilà, donc il nous reste une dizaine de minutes. Si vous avez des questions, voilà, des questions dans le chat, n'hésitez pas, n'hésitez pas, pardon. Je dis n'existe pas parce que pour l'instant je ne vois pas de questions. Il y a des débats, en tout cas des choses très intéressantes qui se disent. Voilà, si vous avez une question à poser, on va en prendre deux, trois. Voilà, le chat est à vous. Bah, du coup, en attendant que, enfin, si, Ouais, en vas-y, attendant ouais. les Vas-y. questions éventuelles, je vous commente la dernière petit dessin. En fait, donc c'est parti, c'est le livre de Martin Ford, qui est donc un type qui est dans, je crois que c'est la Silicon Valley. Il a écrit en 2017 Rise of Robots, pour parler donc en gros, la machine qui va remplacer l'homme. Bon, très controversé, certains l'accusent finalement de s'autoproclamer prospectiviste. Mais bon, pour lui, quand même, il y a un enjeu de remplacement du fait des efforts, enfin, comment dire, des progrès de l'IA et de la robotique. Bon, moi, ce que je trouve intéressant, donc il démarre son livre avec une anecdote d'un patron d'entreprise avec un syndicaliste. Donc le patron nargue le syndicaliste en lui disant haha, tu vas pas pouvoir faire des adhérents avec tous les robots. Et le syndicaliste finalement lui rétorque ben non, mais à qui allez-vous vendre vos véhicules? Et là du coup ça reboucle avec Jeremy Rifkin, qui est un conseiller politique, économiste américain, qui lui dès 95 finalement nous invitait à réfléchir, nous a invité à réfléchir pardon, à un nouveau contrat social. Puisque finalement le contrat social un peu fordiste de l'industrie, des salaires pour pouvoir acheter des voitures, a disparu, quoi. Enfin, est en train de disparaître, en tout cas, en train de s'étioler, de se déconstruire. Donc, c'est tout ça qu'il va falloir aborder. Et ce sont bien sûr des questions démocratiques. Donc, voilà. Enfin, après, on est sur le revenu universel, sur. Alors, lui et Jeremy Rifkin parlaient de développer le secteur non marchand, mais en tout cas, les options sont ouvertes. Alors, si je vois dans les questions que Si j'ai besoin de poser vos questions par écrit, hein, les questions ne se font pas à l'oral, imposées uniquement par écrit. Alors, il y en a une en effet. Y a-t-il un moyen d'imposer à la direction la 5G? Voilà, dans des sujets qu'on peut porter. Voilà. Y a-t-il possibilité de? Y a-t-il un moyen d'imposer à la direction de mettre ce sujet à l'ordre du jour dans une réunion Oui. CE ou dans une. Voilà, vas-y. Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut d'ailleurs, hein, donc du coup, je vais y répondre avec cette diapo que je n'ai pas développée, mais évidemment, vous avez 3 informations consultation du CSE et dans lesquelles vous pouvez aborder la 5G sous un angle différent. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre 5G en porte d'entrée, il faut adapter en fonction des situations. Mais au niveau des orientations stratégiques, vous pouvez voir s'il y a des enjeux de connexion en fonction de la taille de votre site. Je vous parlais tout à l'heure d'Arcelor. Donc ça, c'est pour les orientations stratégiques, c'est les grandes évolutions. Bon, on sait que les employeurs ne jouent pas toujours le jeu et ne disent pas toujours où ils veulent aller. Bon. Mais en tout cas, une chose est sûre, la situation économique, si vous travaillez avec l'expert du CSE, vous avez au moins les investissements. Donc sur les investissements dans la digitalisation ou dans la 5G, vous pouvez voir, vous pouvez poser des questions. Et enfin, vous avez bien sûr la politique sociale de l'entreprise, les données sociales. Donc là aussi, vous pouvez en profiter pour parler de formation, d'évolution des compétences. Et évidemment, vous avez l'introduction de nouvelles technologies qui est une mission finalement spécifique lorsque il y a une nouvelle technologie qui est déployée dans votre entreprise. Donc vous avez finalement plusieurs possibilités. Alors là-dessus, si vous voulez plus d'infos, le livre de Francas Alice Madinier vraiment répertorie tout l'arsenal juridique, y compris en matière de dialogue social, que vous avez à votre disposition. Alors, le livre traite de l'intelligence artificielle, mais vous l'avez compris, c'est à peu près le même. Enfin, on est sur des sujets très proches quand même, hein, on est sur la digitalisation. Donc voilà. Il y a une question ensuite, c'est en quoi est-ce utile à titre individuel la 5G? Il y a aussi une question sur le changement climatique. Alors là, Philippe, je t'invite à aller au prochain
webinaire qui aura lieu jeudi. Voilà, on parlera de l'environnement. Et là, déjà une question, en quoi est-ce utile à titre individuel? Ben, effectivement, à titre individuel, c'est pas vraiment utile, hein. C'est une progression, si vous voulez. Les opérateurs télécoms déploient, donc il faut bien qu'ils rentabilisent le truc. Mais si vous voulez, vu que vous avez des installations 5G, on va vous vendre des abonnements 5G, mais vous aurez plus de débit sur les zones, bon voilà, moins de latence, vous pourrez connecter plein de trucs en même temps, mais bon. En termes d'usage privé, c'est pas bon. Il y a des alternatives. Là, je vois que Benoît. Oui, du coup, je Oui, me permets. Benoît, ouais. C'était pas prévu que j'anime aujourd'hui, mais je voudrais quand même répondre sur cette question. Alors là, je vais prendre un peu ma casquette, pas orange d'ailleurs, une casquette citoyen et technologie. Je pense que vous avez entendu parler du métaverse. Cette superbe invention lancée par Facebook. Et donc là, pour le coup, il y a un usage pour les particuliers. En particulier, un exemple, Carrefour a déjà utilisé le métaverse pour recruter. Donc, à partir de ce moment-là, en tant que particulier, vous êtes obligé, si vous jouez le jeu, hein, vous êtes obligé d'aller sur le métaverse pour vous connecter. Donc, en fait, derrière ça, pour les particuliers, je réponds à la question sur les particuliers, c'est être capable à n'importe où avec la connexion que vous avez, c'est-à-dire, il faut imaginer qu'on aura des nouveaux terminaux, voire des lunettes connectées, des choses comme ça, n'importe où avec la 5G, vous pouvez vous connecter au métaverse, c'est-à-dire en fait faire de la réalité augmentée, parce que faire de la réalité augmentée, ça demande des débits beaucoup plus importants que uniquement regarder un écran normal, j'allais dire. C'est de la 3D, etc. Et donc en fait, l'idée c'est ça, c'est que les particuliers en permanence puissent à tout moment décider d'entrer dans ce métaverse, dans ce monde numérique, j'allais dire virtuel. Voilà. Donc c'est ça l'idée, hein. Donc effectivement, il y a un usage pour les particuliers. Alors dedans, évidemment, il y a le recrutement de Carrefour, peut-être de la CFDT demain, mais aussi plein de jeux, voilà, plein de nouvelles inventions qui ne manqueront pas d'arriver parce que en matière de numérique, les GAFA sont très inventifs. Et du coup, l'idée, c'est effectivement, comme on aura cette possibilité d'avoir de la réalité virtuelle dans les entreprises, parce qu'avec la 5G, pour le coup, alors là, c'est d'usage très professionnel, j'ai dire le salarié augmenté qui aura, soit par des lunettes, soit par d'autres dispositifs, des aides en permanence pour travailler, il pourra retrouver, alors, est-ce que c'est bien ou pas bien, il pourra retrouver en fait un environnement à peu près similaire, mais à titre personnel, pour faire plein de choses, peut-être ses courses, peut-être envisager la décoration de sa maison. On peut se poser la question, à quel moment va-t-il vivre dans le monde réel? C'est une autre question. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Il y a beaucoup de questions, je suis obligé d'en sectionner, je m'excuse d'avance de faire des frustrés. A-t-on une idée des sources de perturbation de la 5G, interférence d'autres systèmes sur la 5G et effet de la 5G sur la santé? Alors sur la santé, on verra ça jeudi. Voilà. On peut déjà parler, je sais que les aéroports américains interdisent l'utilisation de la 5G à proximité voilà, des aéroports parce que ça perturbe les systèmes d'aviation. Voilà. Alors, je vois une question sur est-ce que ça va nous coûter plus cher? Le coût de ces investissements est une vraie question, en fait, dans la mesure où aujourd'hui, ce sont les opérateurs télécoms qui payent les investissements, et donc ça coûte, enfin, je ne vous fais pas un dessin, hein, ça coûte une blinde. Et pourtant, ce ne sont pas forcément eux qui profitent le plus de ces installations-là, en fait. Enfin, ce que je veux dire, pour simplifier, vous avez les opérateurs qui installent et Netflix et compagnies qui se goinfrent, quoi. Donc, bon, En fait, voilà. il faut plus raisonner, il faut arrêter de raisonner à partir de maintenant avec la 5G. Alors c'est encore vrai là parce que Orange et les autres opérateurs essayent de lancer un peu la 5G, mais on a bien compris qu'on était vraiment en phase expérimentale. On n'est pas encore dans la 5G telle qu'elle devrait l'être. D'ailleurs, on a parlé au premier webinaire, on n'avait pas encore vu les petites antennes dans la rue, etc. Petites antennes qui vont être mises dans les entreprises pour pouvoir déployer la 5G. Mais le modèle économique n'est plus le même qu'aujourd'hui. C'est plus un abonnement à un opérateur que vous allez payer. Vous allez payer un service probablement à un GAFA. Vous ne verrez pas votre abonnement
tel que vous le voyez aujourd'hui, où vous recevez votre facture d'Orange ou de SFR ou de Free ou de Bouygues, mais vous aurez en fait un service comme aujourd'hui sur Google Play ou Google Pay, vous pouvez payer des choses. Ben, ça sera pareil, vous payez un service et qui dedans, ben, il y aura peut-être encore la voix et le SMS, mais il y aura surtout, ben, par exemple, votre accès au métaverse ou des activités dans le métaverse. Et ça sera en plus, vous allez payer par des types d'activités que vous voulez faire. Donc, vous aurez l'impression de payer moins peut-être parce que vous ne voulez utiliser que tel type d'activité. Mais par contre, ben, finalement, si vous regardez et vous additionnez, vous paierez probablement plus. Tout dépend de vos usages, en fait, et de ce que vous voulez en faire. Merci beaucoup. Alors, je suis désolé, on va être obligé de laisser là. Il y avait encore beaucoup de questions d'échange. Et puis, merci aussi. Il y a des gens qui se répondent dans le chat. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Merci Warda. Merci Benoît pour le complément très important. Et puis, merci Arnaud Villain qui n'était pas là, mais on le remercie en tout cas. Des questions aussi. Les webinaires sont tous en replay, hein, tous les webinaires qu'on a fait depuis le début, il y en a maintenant presque plus de 35 sur notre chaîne YouTube CFDT Cadre. Celui-ci sera en ligne très probablement demain, je mets la pression à Alexandre, demain ou après-demain en tout cas, pour pouvoir le revoir. Et puis pareil, celui de jeudi sera disponible vendredi ou lundi d'après. Voilà. Merci beaucoup encore, Warda. Merci à tous pour votre participation. Et puis à jeudi donc pour un prochain webinaire. Bonne soirée. À Au revoir. jeudi, bonne soirée.